Bienvenue dans la correction de l'AT Santé 10 dans la thématique Marc a-t-il le corona? Et donc là on en est à l'étape où on va extraire et purifier de l'ARN viral. Donc le SARS-CoV-2 est un virus ARN positif enveloppé de symétrie hélicoïdale. Alors comme c'est un ARN de polarité positive, c'est l'ARN génome qui sert tel quel de messager et fait fabriquer à la cellule une ARN polymérase dépendante de l'ARN. Cette nouvelle enzyme produite par le virus va être nécessaire à sa multiplication virale. Cette enzyme synthétise un brin complémentaire de l'ARN positif, qu'on va appeler ARN négatif. Cet ARN négatif servira ensuite de matrice pour synthétiser 100 à 1000 copies d'ARN positif. Son cycle de reproduction ne passe pas donc par une étape d'ADN, mais reste dans le monde de l'ARN. Et donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir purifier les ARN pour pouvoir détecter l'ARN dans un échantillon. L'ARN d'un virus dans un échantillon. Alors on va voir comment un virus se développe, quel est son cycle. Donc au début on a le virion qui va pouvoir reconnaître la cellule hôte, notamment via l'acide neuramidique, N-acétylneuramidique, présent à la surface de certaines cellules, via certains récepteurs spécifiques. Et dans le cas du SARS-CoV-2, ça serait le récepteur ACE2, on en reparlera plus tard. Ensuite, il va y avoir endocytose. On ne sait pas vraiment s'il y a endocytose et libération directe ou le passage par un lysozyme. Quoi qu'il en soit, l'ARN se retrouve du virus est libéré de l'enveloppe et de la capside et se retrouve dans le cytoplasme de la cellule. Là, il va être traduit par des ribosomes cellulaires. Donc là, on va avoir déjà une première production et notamment la production de cette polymérase. Et ensuite, cette première polymérase va refabriquer de l'ARN et comme on a dit, de l'ARN négatif. Et cet ARN négatif va servir encore à cette polymérase à fabriquer donc plusieurs ARN positifs, on les appelle subgénomiques, qui sont incomplets, mais chacun va permettre de faire fabriquer à la cellule les différentes protéines du virus. Donc on va avoir synthèse des protéines N, assemblage avec les protéines M. Une partie des protéines vont être aussi fabriquées dans le réticulum endoplasmique. Il y a des peptides leaders au début de ces peptides viraux fabriqués. Donc il va y avoir ensuite en étape 5 au final une formation du virus au travers du réticulum endoplasmique. Et là il va y avoir formation de vésicules et exocytose par la voie du Golgi. Alors, notre but dans ce TP, c'est de mettre au point un test de dépistage du satané virus par la technique de RT-PCR. Et heureusement, elle est au programme, ne vous inquiétez pas. Dans un premier temps, nous allons analyser un protocole pour obtenir l'ARN purifié et qu'on puisse l'utiliser in vitro. Et dans un deuxième temps, donc là il y a une erreur, ça sera dans la T11 et dans la T12, on travaillera sur comment on va fabriquer de l'ADN complémentaire à partir de cet ARN et comment on va l'amplifier par PCR et le détecter ensuite et enfin donner le résultat. Donc aujourd'hui l'objectif c'est réaliser une extraction, une purification d'ARN. En document on va revoir des données sur la structure de l'ARN et quelques remarques générales avant de travailler sur les ARN. On va voir qu'il y a des pièces dans les labos spécialement dédiées aux ARN puisque ils sont très fragiles. Et enfin, on analysera une fiche technique, la fiche technique d'un kit que j'ai utilisé au laboratoire souvent et qui permet d'extraire à partir du même échantillon de l'ADN, de l'ARN et des protéines bien purifiées. Alors, à la découverte du monde de l'ARN, souvent on en parle finalement très peu dans les programmes, on va en parler au moment de la transcription, de la traduction, et on ne parle souvent que de l'ARN messager, un peu des ARN de transfert et des ARN ribosomiques, mais finalement on n'en parle pas trop, mais en fait
on pense aujourd'hui qu'il y avait un réel monde à ARN au tout début des premières cellules. Alors c'est une hypothèse dans laquelle l'acide ribonucléique, donc ribo et pas désoxyribo, serait le précurseur de toutes les macromolécules biologiques et particulièrement de l'ADN et des protéines, sachant qu'après les protéines vont avoir une fonction. L'hypothèse du monde à acide ribonucléique est que l'ARN était la principale forme de vie avant l'émergence de la première cellule à ADN. Alors c'est Walter Gilbert qui a parlé la première fois de ça en 1986. Et maintenant, ça serait vraiment l'hypothèse qui permettrait d'expliquer l'apparition des différentes fonctions biologiques. Et on va voir notamment au niveau de la question 3 que l'ARN a d'autres propriétés différentes que celles de l'ADN. Alors passons à la première question. À l'aide du document 1, réalisez un tableau ou une représentation qui fait le bilan des différents niveaux de structure de l'ARN. Donc nous allons voir ce document en premier. Structure de l'ARN. Alors, comme souvent, on va parler de structure primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Et on est avec une macromolécule, une biomolécule qui est assez grande et elle est constituée c'est un polymère de monomères. Et là, dans ce cas pour l'ARN, les monomères sont des ribonucléotides ou nucléotides. Alors, chaque nucléotide est lié à l'autre par une liaison phosphodiester, comme dans l'ADN. On va avoir pour chaque nucléotide un ribose. Notez qu'il y a un OH de plus en 2' comparé au désoxyribose. Et sur ce carbone 1', on va avoir une base azotée, donc soit de l'adénine, comme dans l'ADN, de la cytosine et de la guanine. Et à la place de la thymidine, on va retrouver de l'uracile. Et l'uracile, en fait, c'est sur le deuxième carbone, en 6. On a un méthyle dans la thymine qu'on ne retrouve pas dans l'uracile. Comme l'ADN, l'ARN est orienté. On va retrouver en 5', donc la partie haute, le début de la chaîne, donc en 5' phosphate, et on va rallonger cette chaîne en 3'. Donc la fin, on a bien une orientation 5', 3'. Et comme on rajoute un nucléotide que en 3', on va pouvoir se rappeler que l'élongation de la polymérisation se fera toujours en 3'. Et au niveau des bases, je vous ai parlé donc de l'uracile qui est différente dans l'ARN que dans l'ADN. L'ARN va avoir aussi donc une structure secondaire. La primaire, c'est vraiment l'enchaînement des nucléotides de 5' en 3'. Et la secondaire, ça va être la formation de structures, par exemple comme des hélices, ce qu'on retrouve comme dans l'ADN. Et on va avoir des liaisons Watson-Crick, donc A avec U et G avec C. On va aussi retrouver, là je n'en parle pas, des interactions non Watson-Crick. Parfois, par exemple, une adénine peut interagir avec une cytosine et plusieurs autres possibilités. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver avec des zones où il va y avoir formation d'une hélice. Et de part et d'autre de cette hélice, on retrouve en antiparallèle des bases complémentaires. Donc on a par exemple, le premier niveau, c'est l'épingle à cheveux avec une tige et une boucle. On va voir aussi des structures secondaires un peu plus complexes, vu qu'un ARN peut faire de quelques nucléotides à quelques dizaines de milliers de nucléotides, comme pour le virus. Mais il peut y avoir un ensemble de tiges et de boucles. On va avoir des boucles terminales qui vont être vers l'extérieur, des hernies ou des boucles internes à certains endroits à l'intérieur des tiges, et des boucles multiples au milieu. Donc ça va créer une certaine diversité. Alors on peut avoir souvent des bonnes doubles hélices, notamment quand on a des séquences qui sont palindromiques, qui vont se retrouver, qu'on peut lire d'un sens ou dans l'autre et qui peuvent s'emboîter.
Elles peuvent aussi avoir enfin une structure tertiaire, mais c'est l'assemblage des structures secondaires qu'on va avoir en 3 dimensions. Et on va avoir aussi des interactions qui vont se faire entre des espaces éloignés dans la chaîne. Donc on n'est plus simplement sur la tige boucle, mais cette tige boucle va pouvoir se lier beaucoup plus loin. On va avoir un ensemble de formes qui vont pouvoir être créées. Quand on regarde à droite la structure de l'ARN de transfert, hein, donc si on regarde en haut en jaune-vert, ben, c'est l'endroit de liaison de l'acide aminé. En bas en gris, c'est l'anticodon qui va reconnaître le codon sur l'ARN messager grâce au ribosome. Ben là, on voit que on a des parties qui interagissent. Vous voyez, le orange interagit avec le rouge en 3D, alors que ce n'est pas le cas si on regarde qu'en 2 dimensions. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que finalement, ces ARN de transfert qu'on appelle ARNT ont bien une forme de T en 3 dimensions. Donc c'est pour se rappeler que ça a 3 dimensions. Et on va avoir des interactions un peu bizarres. Là, je passe assez vite. Pseudo-nœud, triplex de brins. 3 brins vont pouvoir s'hybrider en hélice. Hein. Des interactions tétraboucles, mais c'est un peu complexe pour l'instant. Et enfin, on arrive à la structure quaternaire. Et l'ARN, donc, qui forme toutes ces structures 3D assez complexes, peut aussi et interagit beaucoup avec d'autres ARN, de l'ADN, mais surtout avec des protéines. On va les appeler des ribonucléoprotéines. Qui forment des complexes assez énormes, et notamment on a celui qu'on voit au microscope électronique, le ribosome formé de ces 2 sous-unités. Donc ici on les a en bleu et en jaune, et ce qu'on voit, on voit des hélices, des petits bouts d'ARN qui dépassent, vous voyez, il y en a pas mal, et des protéines liées dessus, et l'ensemble forme le ribosome qui est fonctionnel, qui porte une fonction. Donc vous voyez, les ARN, c'est pas juste une petite ficelle qui se balade comme ça a une fonction et une structure importante pour la cellule. Donc il y avait cette question 1, il suffisait juste de résumer ce document sous forme schématique au moins, et par exemple Sarah a trouvé un très beau schéma sur internet, il n'y a pas la source. Alors pour cette question, il fallait utiliser une représentation. Alors certains sont allés chercher sur internet, notamment Sarah, mais le petit problème ici, c'est qu'on n'a pas la source, c'est pas grave. Donc on voit structure primaire, on se rappelle, hein, même pour les protéines c'est pareil. C'est l'enchaînement des monomères, donc ici des nucléotides, orientés de 5' à 3'. La structure secondaire, c'est l'ensemble des hélices, des tiges boucles, et même de structures un peu plus complexes, comme vous voyez, le pseudo-knot. En tertiaire, vous voyez, il y a un ensemble de structures plus ou moins précises. Et enfin, les structures quaternaires. Alors, ici est montré aussi pour l'ADN, hein, mais on l'a vu donc pour l'ARN dans le ribosome. Mais par exemple, l'ADN des cellules eucaryotes est enroulé autour d'histones. Même l'ADN peut faire des structures quaternaires, vous voyez, associées bien sûr à des protéines. Ici ce sont les histones, et ça nous donne le fameux collier de perles visible au microscope électronique. Alors en question 2, je demandais expliquer les différences fonctionnelles majeures entre l'ARN et l'ADN. Alors la plupart d'entre vous, vous m'avez recopié ce qu'il y avait écrit en bas du doc, différence entre ARN et ADN. Moi, ce qui était important, c'était le terme fonctionnel. Donc c'était à la fois plus court, mais un peu plus précis que ce que j'ai eu comme réponse. Alors, dans ce document, les différences structurelles entre les deux, c'est le ribose dans l'ARN et pas dans l'ADN, c'est du désoxyribose. L'uracile remplace la thymine, ok. Pour l'instant, j'ai pas de fonction. L'ARN existe généralement sous forme monocaténaire, hormis chez quelques virus, où il y a même de l'ARN double brin, tandis que l'ADN est toujours bicaténaire. Et enfin, l'ARN est court, de quelques dizaines à quelques milliers de nucléotides, alors que l'ADN peut faire des milliards des polymères de milliards de lettres, ou un petit peu moins, mais c'est déjà pas mal. Donc au point de vue fonctionnel, ici, on peut tirer
une chose, même deux, bah, c'est que finalement l'ADN c'est beaucoup moins pratique que l'ARN pour faire des fonctions. Ça va surtout avoir comme fonction d'être le support de l'information génétique, on le savait, et on va voir un peu pourquoi par la suite. C'est surtout qu'il se détruit pas facilement, il ne s'hydrolyse pas facilement. L'ARN, lui, ben, il est aussi support de l'information génétique finalement chez le virus. Donc les deux ont cette fonction-là. Une grande différence qu'il y a pour l'ARN, c'est que il peut avoir une action enzymatique. Alors là, on l'a pas vu, mais il est capable d'avoir une activité hydrolase et il peut catalyser des réactions, même assez complexes, comme pour le ribosome qui permet la traduction des ARN messagers. Et enfin, un dernier point, l'ARN est très régulable. On va voir que l'ARN se dégrade facilement. Donc finalement, son niveau d'expression peut être facilement réglé. On peut ne plus en avoir comme en garder beaucoup. Allez, on passe à la suite. Alors, question 3, justement, justifier les précautions à prendre pour manipuler les ARN. On va voir ça. Alors, vraiment, bon là c'est un peu compliqué pour vous, mais c'était pour se rappeler que l'ARN est très fragile en fait. On sait que la différence, c'est un OH, donc une fonction hydroxyle, en 2' du ribose. Et ça va avoir un effet particulier, tout bête, c'est que ça va aider à catalyser la réaction d'hydrolyse de la liaison phosphodiester. C'est que cette hydrolyse est facilitée par l'environnement électronique, notamment au niveau des doublés non liants présents sur la fonction hydroxyle. Et ça va faire que cet ARN va se couper, s'hydrolyser facilement, alors que l'ADN, finalement, c'est beaucoup plus stable puisqu'il n'y a pas ce OH, et ça permet de garder disons d'avoir des liaisons beaucoup moins facilement hydrolysables. Et c'est pour ça qu'on retrouve encore de l'ADN, même s'il est fragmenté quand même, mais on retrouve de l'ADN de mammouth ou d'hommes de Néandertal. Alors, il y a aussi une autre chose à savoir, c'est que des RNases, on en a plein sur le corps. Des hydrolases, il y en a partout dans toutes les bactéries, les microbes et à la surface de notre peau. On a plein de RNases, donc des hydrolases d'ARN qui agissent très vite et qui sont assez difficiles à dénaturer. Donc vraiment travailler sur l'ARN c'est compliqué juste par le fait que s'il y a eu la moindre contamination, même d'avoir touché un tube avec ses doigts, et bien, finalement on risque de dégrader l'échantillon et donc derrière on va avoir aucun résultat. Donc ce qu'il faut faire bien sûr c'est avoir une blouse propre, porter des gants bien sûr pour pas introduire de RNase par simple dépôt des traces de doigts. Et il faut nettoyer avec un détergent ionique, le SDS. Alors il y en a souvent dans certaines lessives ou autres même savons. Et ce SDS va dénaturer et est assez efficace contre les RNases. Et de plus, vous voyez, c'est assez drastique, il faut que les cônes des micropipettes contiennent un petit filtre qui empêche toute contamination au moment du pipetage. Et ce qu'il ne faut pas faire, en fait, il ne faut même pas travailler dans un endroit où il y a des courants d'air, puisqu'on va introduire des quantités de choses microscopiques, mais qui vont pouvoir dégrader l'ARN. Et bien sûr, comme en microbiologie, ne pas parler quand les tubes sont ouverts. Donc, pour répondre à cette question, je vous ai fait une petite correction. Il faut manipuler dans des conditions qu'on appelle RNase free, donc libre de RNase. Il ne faut pas qu'une surface, un support, un ustensile ou une solution utilisée contienne des RNases, hydrolases spécifiques des ARN qui dégraderaient les ARN et rendraient l'analyse inutilisable. Donc, je vous ai pas parlé du SDS, mais aussi on a le DEPC, alors je vous passe le nom exact, mais c'est une molécule toxique qui est un inhibiteur non compétitif des RNases et donc il va se fixer en chauffant sur les RNases et va les inactiver de manière constante.
Et donc on utilise cette eau pour solubiliser les ARN ou pour préparer les solutions qui vont être en contact avec les ARN pour être sûr qu'il n'y a pas de RNase, mais il ne faut pas la recontaminer. Alors maintenant on passe vraiment à l'extraction et la purification. Alors vraiment il existe plusieurs méthodes d'extraction et de purification des ARN et elles exploitent bien sûr les propriétés physico-chimiques de l'ARN. Alors il est chargé négativement par ces groupements phosphates entre chaque nucléotide, donc on a une charge négative et ça c'est plutôt à pH neutre et basique. L'ARN est très soluble dans l'eau mais il précipite en présence de sel et de 70% d'éthanol à froid. Donc ça peut servir parfois par centrifugation pour séparer l'ARN du reste de la solution. Alors on a ces principes de précipitation, il y a deux différences de phase aussi. Si on a une phase aqueuse, une phase organique, on va avoir l'ARN dans la phase aqueuse. Et aussi, un peu plus précis, l'absorption par polarité. Ça on va voir ça, c'est ce qui va être utilisé ici. Et donc on va utiliser ces principes pour les purifier. Et là j'avais un exemple d'un kit All Prep que j'ai utilisé au labo et qui est pas mal, qui illustre bien ces différentes méthodes pour purifier à la fois l'ADN, l'ARN et les protéines. Et on s'attardera plus sur l'extraction d'ARN. Alors on va voir cette fiche technique. Alors c'est le All Prep d'un RNA Protein Extraction and Purification Kit. Donc c'est vraiment assez pratique parce qu'avec très peu d'échantillons et juste un tube de départ qu'on va pouvoir collecter, on va pouvoir derrière extraire différentes fractions de biomolécules. Et notamment dans les études épidémiologiques, on va pouvoir avoir du même patient, par exemple, son ADN, l'ARN collecté et les protéines associées. Donc on pourra faire différents types d'analyses sur le même échantillon et on n'aura collecté qu'un échantillon et pas trois. Le principe général, c'est qu'on va lyser la cellule. Alors dans notre cas, c'est plutôt les virions ou les cellules infectées par les virions. Donc dans ce tampon de lyse qui est très chaotropique, c'est-à-dire qu'il va créer, il va tout déstructurer. On va voir les molécules impliquées. On va avoir séparation des biomolécules les unes des autres, notamment celles qui interagissent par liaison hydrogène. Et on va charger cette solution sur un tube, un petit tube terminé par un bouchon de silicate. Alors je l'appelle comme ça, mais on va appeler ça la colonne. Et ce tube est placé sur un tube collecteur, donc on a deux tubes emboîtés et centrifugés. Donc on va avoir le liquide qui est dans la partie haute, qui va être centrifugé, il va passer à travers la colonne. Et cette colonne, selon les conditions, va soit retenir, soit laisser passer les molécules. Donc les conditions qu'on utilisera, ça sera des conditions particulières de pH, de salinité et de présence ou non d'éthanol. Alors l'ADN et l'ARN vont se lier à la colonne grâce à des interactions ioniques. C'est une chromatographie d'adsorption. Et l'ARN ne s'y lie pas très bien, sauf si on rajoute de l'éthanol qui va l'aider à précipiter. Et donc l'ARN va pouvoir mieux se lier. Et on va pouvoir éluer, donc faire sortir de la colonne les molécules d'intérêt, les acides nucléiques, en retirant des ions qui vont servir à coller à la colonne, donc des ions Na+. Et là, c'est tout juste en rajoutant de l'eau distillée. Donc les ions Na+ vont partir dans l'eau et les acides nucléiques aussi. Et on va les retrouver dans l'eau de l'ELUA. Alors, voici le logigramme. Vous voyez, donc on a un tissu ou un échantillon qui est dans le tampon de lyse. Et puis on va le rajouter. Donc dans la colonne, vous voyez la partie supérieure. On va faire centrifuger et l'ADN dans cette première colonne va rester collé. Alors que l'ARN et les protéines vont être dans l'ELUA. Alors cette première colonne, on peut la travailler à part. Et donc laver, donc faire passer dessus une solution de lavage et qui va nettoyer à chaque centrifugation. On va en remettre et enlever l'ELUA et ça va permettre de laver l'ADN.
Et au final, on va faire une centrie à vide pour bien le sécher. Puis on va rajouter du tampon d'élution qui va permettre de dissocier, d'enlever les ions Na+, qui permettent la liaison à la colonne, et d'éluer l'ADN génomique. D'autre part, donc, on avait notre premier tube, on avait l'ELUA où il y avait l'ARN et les protéines, donc en 3 maintenant. On rajoute de l'éthanol pour aider à précipiter l'ARN. On passe dans la colonne ARN, qui ressemble beaucoup à la colonne ADN. On fait passer, là, l'ARN va être retenu par la colonne. Et là, comme pour l'ADN, on va faire les mêmes étapes. On va laver plusieurs fois en faisant passer du tampon de lavage. On va sécher, une centrifugation à vide, et on va éluer l'ARN dans de l'eau, par exemple, distillée DEPC. Sur le premier ELUA, on avait retiré donc au LISA, on a retiré l'ADN, l'ARN, il reste les protéines. Et là, on va pouvoir les récupérer par précipitation dans un tampon particulier. À l'extraction de l'ARN génomique, je vais passer vite parce que j'en ai parlé rapidement. Vous pouvez lire pour avoir un peu toutes les explications. J'aurais dû grossir en bas là. En fait, ce qu'on voit, c'est SI au moins avec Na+ entre et l'ADN qui est chargé négativement au-dessus. Donc on voit que les ions Na+ servent à faire le lien entre la colonne de silicate, Si au moins, ou SiOH, et l'ADN. Donc quand il y a une présence en sel suffisante, l'ADN va coller à cette colonne, c'est comme ça qu'on le récupère. Pour l'ARN, donc je vous rappelle, le premier ELUA ne contient plus d'ADN, on rajoute de l'éthanol, donc ça va le précipiter. Et on va avoir le même phénomène sur la colonne, on va avoir une liaison de l'ARN grâce au Na+, qui va servir d'ion intermédiaire, à la colonne de silicate. Donc là, pareil, plusieurs lavages, puis une élution, et un dosage par spectrophotométrie UV et ou une analyse en gel d'agarose. Pour les protéines, on va aller assez vite. Finalement, les protéines, si on les met une grande concentration en sel, comme le sulfate d'ammonium, on va en mettre beaucoup. On est à 754 grammes par litre. Enfin, c'est beaucoup. Et on va se retrouver, donc l'eau ne va plus pouvoir aider à solubiliser les protéines et les protéines vont précipiter. Donc là, dans ce tube, pas besoin de colonne, on va centrifuger, on va obtenir au culot les protéines. Donc pareil, il y aura quelques lavages et à la fin, on reprendra ces protéines dans une solution particulière pour les analyser. Mais là, elles n'auront plus leur conformation naturelle. Ce TP est assez dangereux, on n'aurait peut-être pas pu le faire ensemble, mais en BTS sûrement. Alors pour le mode opératoire, je vais aller assez vite, donc à chaque fois se rappeler que on a déposé le LISA dans le haut du tube, on fait passer, on met tout ça dans un tube collecteur, on centrifuge. Ce qui doit être retenu est retenu par la colonne et le reste est élué et donc se retrouve dans le tube collecteur. Donc on peut soit retravailler dessus, soit le jeter. Même chose. Après purification, donc on a obtenu une solution d'ARN dont les absorbances aux différentes longueurs d'onde sont indiquées ici. Et on va aller voir un peu ce que ça veut dire et savoir comment on calcule la concentration en masse d'ARN à partir de ces indications. Alors pour le dosage de l'ARN, on va déterminer la concentration de l'ARN en mesurant l'absorbance à une longueur d'onde de 260 nanomètres. Donc là on est dans le spectre UV, on ne le voit pas avec les yeux. Il va falloir utiliser du matériel spécial, donc déjà un spectrophotomètre qui peut émettre à cette longueur d'onde, des cuves qui vont laisser passer ces longueurs d'onde, toutes ne le font pas,
Celles qui le font, ben, c'est les cuves en polypropylène et celles en quartz. Alors quand on va avoir une absorbance de 1 unité, ben, ça correspond à 44 microgrammes par millilitre. Donc sur juste ce calcul, hein, directement, on n'a pas besoin de gamme, on va pouvoir calculer la concentration en masse de l'ARN et aussi des autres acides nucléiques. Alors, nous, dans notre cas, dans une grosse cuve, ça fait beaucoup d'ARN juste pour le dosage, et souvent on fait une dilution au centième. Donc pour 500 microlitres, au centième, je divise par 100, donc une partie sur 100, c'est 5 microlitres d'ARN plus 495 microlitres de la solution de dosage. Et on va mesurer le blanc contre un blanc. Donc l'absorbance à 230, 260 et 280 nanomètres. Et aussi on peut rajouter 320. Et là on va pouvoir distinguer différents paramètres et vérifier que notre solution est bien pure en ARN. Donc comme on le voit ici, on peut obtenir un spectre d'absorbance typique d'un ARN. On voit qu'à 230 nanomètres, on a une faible absorbance, mais une absorbance, et le maximum est à 260, c'est là, avec cette absorbance-là qu'on dose. Et on voit qu'à 280 nanomètres, on a à peu près la moitié d'absorbance. Donc ceci est assez important, puisque pour l'ADN, on ne va pas avoir la moitié, on va être un peu plus fort pour cette absorbance-là. Donc on va pouvoir distinguer juste sur l'allure, sur ce rapport-là, si on est en présence plutôt d'ARN ou plutôt d'ADN ou d'un mélange. On va aussi obtenir à 280 nanomètres et à 320, on peut avoir aussi des protéines qui absorbent. Donc si on a des contaminants protéiques, notamment via la tyrosine, la phénylalanine et les bases, donc les acides aminés qui sont aromatiques, on va avoir une absorbance, et donc ça voudra dire que si on obtient une absorbance à ces longueurs d'onde là, c'est que notre échantillon est contaminé par des protéines. Donc pour le calcul de la masse d'ARN de la solution non diluée, là on a dilué au centième, donc la question, je rappelle la méthode, la question c'est ρ ADN solution non diluée, point d'interrogation que j'ai oublié. Les données, on a la dilution, 1 sur 100, ça fait 1 sur 10 puissance 2, donc 10 moins 2. L'absorbance à 260, et on sait qu'une unité d'absorbance est égale à 44 microgrammes par millilitre. Donc vous voyez, c'est assez sensible quand même, hein, parce que 44 mg par litre, c'est pas beaucoup hein, pour une unité. Donc les équations aux grandeurs, la concentration en masse d'ARN dans la solution diluée, c'est égal à 260 fois 44, c'est ce facteur multiplicateur. Et on sait que la concentration en masse d'ARN dans la solution non diluée est égale à celle de la solution diluée divisée par D. Donc, divisé par 1 centième, c'est comme multiplié par 100. Donc, on pourrait faire fois 100. Donc, attention à ça et attention aux parenthèses quand vous tapez à la calculatrice. On vérifie par les équations aux unités. On voit que des deux côtés, on est équilibré. Et enfin, on tombe sur une concentration de 1034 microgrammes par ml, qu'on peut simplifier par 1,034 mg par millilitre d'ARN. Alors, comment conclure sur la pureté des ARN obtenus? On a A320, j'en avais pas parlé, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de protéines copurifiées. Et on a A260 sur A280 est égal à 2,15, donc c'est bien supérieur à 2. On a vraiment que l'ARN et vraiment peu ou pas de contamination par de l'ADN. Donc on va voir que les ARN sont bien purs. On pourrait aussi conclure, j'en ai pas reparlé, mais qu'il n'y a pas de traces d'isothiocyanate de guanidium, donc le facteur de lyse, et d'éventuels phénols. Ils sont bien. Alors la dernière question était proposer une expérience pour savoir si l'ARN est obtenu et dégradé ou non pour pouvoir passer aux étapes suivantes.
Alors là, c'est pas si évident. On pourrait se dire bah, que cet ARN, on n'a qu'un type d'ARN, peut-être celui du virus. Donc bon, on pourrait l'analyser, notamment par électrophorèse en gel d'agarose. Et derrière, grâce à un intercalant de l'ARN fluorescent, on pourrait le détecter et voir qu'on a une bande à 30 kilodalton. Ce qui est fait couramment en labo, c'est de tester quand on purifie des ARN de cellules eucaryotes. On va vérifier qu'ils ne sont pas dégradés de la manière suivante. On sait que l'ARN est surtout constitué dans une cellule d'ARN ribosomiques comme le 28S et le 18S. C'est vraiment 99% des ARN d'une cellule. Hein. Pour ça qu'il y a autant de ribosomes, et tous les autres sont en faible quantité. Et eux deux, ben, il y en a autant l'un que l'autre. Et comme le 28S est plus gros, ben, il fluoresce 2 fois plus. Donc on va pouvoir avoir le rapport de l'air sous la courbe, donc l'intensité qu'on a pour le 18S doit être 2 fois moindre que celle du 28S. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un début de dégradation. Alors si on arrive à avoir cette dégradation sur ces deux ARN qui sont majoritaires, ça veut dire que les petits ARN minoritaires, ça fait un moment qu'ils ont été dégradés, donc on ne pourra pas travailler dessus. Et là, ce que je montrais, c'est que ça se fait aussi sur des micro-puces, où on va pouvoir avoir plein d'échantillons qui se font en même temps, et on va pouvoir les faire migrer in vitro contre un marqueur de taille, donc on pourra bien repérer les bandes, et on peut voir que pour les 3 premiers de gauche, tout est ok, on n'a vraiment pas de traces de dégradation, alors qu'on va obtenir de plus en plus de dégradation, et on voit que les échantillons suivants sont dégradés. Là, c'est un résultat que nous aurions pu obtenir à partir d'ARN totaux de cellules eucaryotes, en les faisant migrer sur gel d'agarose. Donc je rappelle que les acides nucléiques sont chargés négativement, ils vont migrer vers le pôle plus, donc qui doit être vers le bas. Et dans le gel d'agarose, plus les fragments sont petits, plus ils vont passer facilement, donc ils vont aller loin. Et là, ce qu'on voit, c'est que on a un marqueur de taille à gauche, des ARN dégradés au milieu, et on voit ce qu'on appelle un smear. Un smear, c'est cette forme de dégradé. Et enfin, des ARN intacts, où on voit surtout de l'ARN 28S et 18S. Et tout ça, c'est pour préparer la T111, où on va détecter le SRAS par reverse transcription et polymérisation en chaîne, réaction de polymérisation en chaîne en français. Et donc vous pouvez commencer à vous renseigner sur ces techniques puisque vous avez du temps pour vadrouiller sur internet. À bientôt.